Nous vivons officiellement dans un monde où Diana Taurasi, Sue Bird, Candace Parker, Maya Moore et d'autres ne jouent plus au basket. Évidemment, ce qui s'annonce pour la WNBA dans les années à venir, c'est extrêmement excitant. Il y a un engouement et une visibilité accrue depuis quelques années avec des joueuses qu'on va apprendre à admirer, à révérer comme celles avec lesquelles on a grandi et vieilli, mais quand même, cette nouvelle de la retraite de Diana Taurasi à l'âge de 42 ans, ça fait quelque chose et on s'est dit avec Gis qu'on allait faire un Swish Brunch spécial pour la seule et unique Diana Taurasi. Gis, première question, quelle a été ta réaction quand tu as reçu cette annonce en début de semaine? Comment tu as réagi à ça? Alors, tout de suite, pas très surpris. Moi, je m'y attendais. On voyait les moves de Phoenix récents, etc., que ça semblait aller dans cette direction-là. Ce qui m'a un petit peu gêné, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que il n'y a pas eu vraiment de période d'adieu, entre guillemets, quoi. Alors, je pense que ça va être organisé dans quelques mois par la WNBA. J'imagine que je serais pas étonné même qu'il y a un hommage de toutes les franchises. Enfin bon, on va voir ce qu'ils vont faire autour. Mais ouais, non, pas très très étonnant parce que ça fait quand même quelques années où voilà, elle était encore très performante en attaque, hein, à son âge, etc. Mais voilà, on sentait que c'était assez difficile. Et d'ailleurs, elle l'a dit, hein, elle l'a déclaré, que c'était voilà, que, que c'était la fin parce qu'elle voyait que physiquement c'était plus possible, etc. quoi, et qu'elle avait plus vraiment le jus en elle pour relancer une saison, quoi. Il Donc faut, voilà, il mais faut pas très surpris sur le timing parce que bon, 42 ans, enfin, on parle souvent, tu sais, comme des joueurs comme LeBron James à 40 ans, mais là c'est 42 ans. Moi, Ah, c'est j'étais quand complètement même dingue. encore un peu dans le déni quand dans nos nombreuses discussions sur le sujet, surtout avec l'intersaison très très animée du côté de Phoenix. Pour moi, tant qu'elle disait pas que la retraite arrivait, il y avait encore une chance qu'on la revoie. Toi, t'as tout de suite dit non. Là, je pense vraiment avec ce qui se passe à Phoenix, c'était trop Ouais. compliqué. Il y a le salaire, c'est Diana Taurasi, c'est comme d'autres grands avant elle. C'est quand même rare. Elle a pas trop la personnalité à prendre une ristourne. Elle sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle a valu entre guillemets. Moi, j'étais toujours, tu sais, c'est comme pour Sue Bird. Tant qu'elle dit pas c'est la fin, et Sue Bird l'a annoncé avant Ouais, pour le mais elle coup. avait annoncé tôt, ouais. Voilà. Taurasi, il y avait un peu le truc, et moi aussi j'aurais. Alors, je sais pas si j'aime forcément cette tournée d'adieu. Alors, pour Sue Bird, c'était sympa. Quand c'est sur toute une saison au long cours, comme avec Kobe, avec Paul Pierce, bon, ça peut être très sympa et c'est l'occasion pour des fans de célébrer les athlètes. Je pensais que Taurasi ferait peut-être comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'a surpris. Je me suis presque dit, pour te dire, et on en avait parlé, que peut-être qu'elle jouerait plus pour Phoenix, mais qu'elle irait faire une pige quelque Ouais. part, tu vois, histoire d'amener un peu son expérience, histoire de dire je suis pas cramé, j'ai encore un challenge, je veux reprendre une bague. Enfin, mais bon, au final, c'est extrêmement logique. 42 ans, là, une longévité incroyable, en attaque De surtout, tu l'as dit. 2004, de 2004 à 2024 dans la même franchise en plus. Voilà, ça, c'est une carrière assez exceptionnelle. Il n'y en a pas 50 000 comme ça, que ce soit en WNBA ou en NBA. Et ouais, bah, ça fait quelque chose parce que c'est pas juste. Bon, c'est une personnalité très très différente de Sue Bird, de Candace Parker, mais c'est des personnalités grâce auxquelles on a aimé encore plus la WNBA. Moi, j'ai quasiment jamais connu la WNBA sans Taurasi. Tu vois, au niveau de la personnalité, elle a incarné le basket féminin presque. Qu'on l'aime, qu'on l'aime moins, peu importe, mais quand tu demandais à quelqu'un qui est fan de basket mais qui suivait pas du tout le basket féminin en général, il disait ouais je connais deux trois joueuses et il y avait forcément Taurasi et elle était considérée comme une superstar de ça. Donc moi ma réaction ça a été ouais comme toi bah oui je suis pas surpris. Le timing peut-être que je pensais qu'elle l'aurait annoncé avant pendant les hommages qu'il y a eu sur le dernier match parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un parfum de départ avec toutes les célébrations sur la dernière rencontre mais pas surpris non plus. Et puis elle l'avait dit, à partir du moment où je serais plus en capacité de le faire, là, il faut reprendre pendant l'intersaison, il faut se remettre en condition. Sue Bird, elle avait dit que c'était un effort gigantesque pour elle sur les dernières années, parce que c'est des filles qui acceptent pas d'être médiocres, en fait. Elles ont besoin d'être physiquement au taquet, physiquement capables de rivaliser avec les plus jeunes. Et là, je pense qu'elle s'est dit, après l'intersaison, après la fête des JO, je pense qu'elle a aidé aussi à avoir une forme de clôture dans sa carrière. Donc non, pas surpris, mais ouais, comme je disais en intro, ça fait quelque chose quand même. Ouais.
Et donc, qu'est-ce qui nous a marqué le plus avec Diana Taurasi finalement? Qu'est-ce qu'on retient quand on pense à Taurasi? Toi, si tu penses à Taurasi en premier, tu penses à quoi? Plutôt la personnalité, la joueuse, les exploits Bah, je pense que la chose qui la caractérise le plus, c'est toutes les déclarations, le trash talk sur le terrain. Enfin, on va peut-être évoquer quelques anecdotes personnelles ou qu'on a entendues, même racontées. C'est le parallèle, moi aussi, je trouve que, tu vois, avec Sue Bird, les deux grandes amies qui viennent de la même fac, mais qui ont deux caractères complètement opposés, deux grandes compétitrices, attention, hein, là-dessus, il n'y a aucun doute, mais ça marque. Et puis, non, mais c'est vrai que toutes les petites phrases, l'art de. Enfin, j'en ai lu plein, là, en plus. Ces derniers moments, là, je veux en raconter une, mais je l'ai trouvé super au JO de Paris, là. Elle est en train de boire des coups avec l'équipe américaine de basket et elle regarde Draymond Green et elle lui dit qu'est-ce que ça te fait de pas être le seul joueur capable de mettre plus de 10 points dans un match, quoi. Enfin, c'est même pas ça, c'est même encore pire que ça. Je crois qu'elle a dit donc autour dans la pièce il y avait que des grands noms. Je crois que c'était au JO précédent d'ailleurs, je crois, parce que Draymond Green il était pas là. Oui, c'est au précédent. Mais peu importe, l'anecdote est quand même géniale. Je crois que elle dit même Draymond, ça te fait quoi d'être le seul mec dans la pièce qui sait pas ce que c'est de se prendre une prise à deux? Ouais, voilà, oui, c'est ça, c'est génial. Et non, mais ça la caractérisait, c'est-à-dire que déjà, il y avait un respect et une révérence des athlètes masculins pour elle, qui était sans commune mesure avec ce que d'autres filles ont pu connaître. Et elle était presque intimidante. Je sais plus quel joueur avait parlé de ce côté intimidant de Taurasi, parce qu'il y avait le trash talk, tu sais, qu'elle était capable de te répondre comme ça de but en blanc, et une forme d'aura que quasiment aucune joueuse a eu avant, après elle en tout cas. Et ça fait la différence. Mais tu sais, c'est très 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 jeune. Moi, on entendait déjà des histoires sur Taurasi via les médias américains qu'on arrivait un peu à suivre avec ESPN, les articles et tout. Mais ces années à Yukon, et il y avait l'histoire de quand elle était à Yukon ou juste après, ou peut-être juste en arrivant à Phoenix. Faudrait que je revérifie. Elle avait été défiée par un journaliste local qui avait dit genre en 1 contre 1 je suis capable de battre. Oui, je me rappelle. Évidemment, elle l'a battue. Et après, le gars, il avait quand même dit que c'est parce qu'ils avaient utilisé un ballon pour les filles de WNBA. Et après, elle avait dit va chercher un ballon pour mec, je te battrai quand même. Va chercher une boule de bowling, une balle de golf, je te battrai quand même avec n'importe quel ballon. Bon, c'est une confiance en elle qui a un peu parfois conféré à de l'arrogance. Quand tu vois de l'extérieur, tu te dis... Moi, je sais qu'il y a des moments de ma vie de fan de basket où j'ai pas trop aimé les athlètes qui me semblaient arrogants, tu sais, Kobe, peut-être même Jordan à un moment, et en fait tu comprends un peu comment ils sont branchés après, tu vois, tu comprends la mentalité, et c'est ce qui fait leur force, et Taurasi c'était ça en fait, et moi c'est au-delà du terrain où elle était incroyable, hein, offensivement c'est une panoplie phénoménale en termes de talent pur et de capacité à faire des choses, les skills, tout ça en attaque. Il y a quasiment personne qui a eu cet arsenal-là à son poste. Mais moi, c'est vraiment la personnalité, je trouve, parce que Sue Bird, elle disait d'elle, tu parlais de la relation avec Sue qui est fantastique, parce que c'est deux opposés qui s'attirent. J'avais noté ça, elle avait dit Diana, cette personnalité lumineuse, ce que vous voyez maintenant, donc dans les dernières années, et c'est ce que beaucoup de gens qui suivent la WNBA actuellement ont vu le crépuscule de Taurasi, une joueuse qui avait du mal en défense et qui faisait ce qu'elle pouvait dans des équipes pas très compétitives, à part sur la dernière participation au final. Elle dit ce que vous voyez maintenant, c'est une version modérée, light de DT. Avant, elle était sauvage, drôle, voulait tout le temps faire la fête et passer de bons moments. Le basket était déjà très important pour elle, et elle avait ce style à la Magic qui lui faisait tenter des trucs que personne ne tentait sur le terrain. Dès qu'elle est arrivée sur le campus, j'ai senti qu'elle était spéciale. Elle est unique et sa manière d'aborder le basket l'est aussi. En tant qu'amie, elle est tellement drôle à côtoyer aussi. Et tu vois, c'est ce qui la rapproche aussi d'autres joueurs, c'est que sur le terrain, personne n'a envie d'affronter Taurasi. Les anecdotes de toutes les joueuses là récemment avaient une anecdote sur Taurasi. La première fois que tu l'as affrontée, elle m'a mis un pain dans la gueule, elle m'a fait une faute flagrante, elle m'a insulté de tous les noms. Et derrière, en dehors du terrain, respect pour ton jeu, je trouve que t'es super talentueeuse, t'as besoin de quelque chose, et c'est ça aussi Taurasi. Et moi, la seule fois où j'ai eu la chance toi tu l'as rencontré tu l'as vu peut-être plusieurs fois du coup sur les matchs. Ouais, mais plus jeune. Voilà, ouais, c'est ça. Plus quand elle était en Europe. Ouais, et la seule fois où j'ai eu la chance de la voir l'année dernière à Anvers, tu sais, t'as une espèce d'icône qui vient vers toi.
et qui prend 5 minutes pour discuter, qui était détendue. Alors c'était peut-être pas comment elle était branchée avant, quand toi tu l'avais rencontrée, en plus dans le contexte d'un match et tout. Mais il y a ça, il y a une aura que sur le modeste nombre de superstars WNBA que j'ai pu voir, t'as l'impression qu'il y a personne qui avait ce charisme-là en fait. Mais t'as raison, c'est ça qui est impressionnant, c'est la crainte qu'elle aspirait. Enfin, maintenant, on parle au passé. Mais tout en ayant le respect, quoi. Quand tu vois comment toutes les joueuses, là, ils ont interrogé pratiquement toutes les joueuses d'Unrivaled sur la retraite. Et alors, il y a des anecdotes qui sont les dingues. Plus celle de Sloot, je l'ai trouvé géniale. Où c'est sans des rookies. Et puis, en fait, Diana voit quelqu'un avec le maillot de Sloot dans le tribune et elle lui balance tout de suite, est-ce que c'est ta sœur, quoi? Enfin bon, c'est juste complètement incroyable, quoi. Enfin, il y a des trucs, mais par contre, il y a du respect indéniable parce que effectivement, la personnalité en dehors du terrain qu'on connaît forcément un peu moins, même si on a appris un peu au-delà d'articles, de choses comme ça, qui est complètement différente, mais c'est surtout le respect sur le jeu parce que elle avait beau te détruire comme ça, mais elle assume tout le temps, quoi. En plus, c'est ça qui est fort aussi, quoi. Et puis il y a une modernité dans le jeu. On se rend pas compte de ce qu'elle va laisser encore vraiment dans l'héritage, mais si vous regardez les années, ses premières années, donc de 2004, 2005, sa saison historique 2006 aussi, qui a été une des saisons les plus grandes de scoring depuis qu'elle a été battue là par AJ Wilson la saison dernière, mais c'était la plus grande saison de scoring de l'histoire. Mais la modernité, le shoot à 3 points, faut se rendre compte qu'à l'époque, il y avait personne tiré comme elle, en fait. C'est devenu, mais elle a aussi participé à tout ça, à l'engouement, à la capacité de prendre les tirs clutch de loin, etc. Non, c'est un panel énorme. Puis je pense qu'elle a un des records, malgré que les saisons vont s'allonger. Mais bon courage pour battre les plus de 10 000 points en WNBA, parce que même si les saisons s'allongent, c'est 20 ans, quoi. C'est 20 ans à presque plus de 20 points par match, quoi, tout le temps, quoi. Donc non, c'est complètement délirant. Je pense que il reste, on se rend sans doute même pas compte encore de l'héritage, même l'héritage sur les joueuses. Ça va être, je pense, que ça va être assez dingue, quoi. Toutes les joueuses actuelles te parlent d'elle comme. Alors, on en reparlera après. Le terme GOAT, c'est bon. Ouais, on peut rentrer dans le détail sur qui est sur une hiérarchie, machin. En termes d'impact médiatique et d'aura, bon, je pense que pour les joueuses actuelles et même un peu passées, parce que elle a quand même 42 ans, elle avait ce statut-là de iconique. Voilà, ça c'est intouchable. Et Candace Parker peut-être. Voilà. Tu vois, vraiment en termes d'aura, quoi. Tu vois, les joueuses qui sont connues, on va dire, un peu extérieurement. Peut-être Maya Moore aussi, parce que il y a eu quand même. Mais voilà, pour moi, c'est ces trois-là qui sont où tu peux demander à des gens, je pense qu'ils connaissent en dehors, ils vont te les citer, mais à part ça, ouais, c'est ça. je Et suis encore, même pas sûr, tu vois. Et encore pour Maya Moore, parce que vu qu'elle a arrêté un peu prématurément, elle est un tout petit peu moins connue des gens qui suivent depuis 4-5 ans. Peut-être Candace, quoi. Peut-être Candace. Voilà. Candace, il y a le rayonnement maintenant, puis un peu médiatique, parce qu'on voit ses interventions en dehors. Je suis d'accord avec toi. C'est dans cette discussion-là, avec le côté peut-être un peu plus posé. Attention, Candace, c'était pas la dernière pour rentrer dans l'art pour dire. Ouais. D'ailleurs, c'est très drôle. Je sais pas si tu as vu la réaction de Candace à la retraite de Diana. C'était des rivales féroces, hein, elle s'aimait pas. Elle a dit, on va pas mentir, on s'est détesté sur le terrain. En dehors, elles ont pas été si proches que ça, parce que Candace a une histoire particulière avec Team USA, qui était un peu verrouillée par Yukon et par Gino Riema, donc elle a pas eu la carrière internationale qu'elle aurait dû avoir. Donc il y a une forme de détestation et de rivalité avec Torazi, mais elle dit, c'est quelqu'un qui te faisait vraiment... qui tirait le meilleur de toi quand tu voulais l'affronter, tu avais envie de rentrer, c'était des batailles épiques. Donc il y avait cette rivalité-là, il y a un respect incroyable, même si elles se sont détestées. En ça, c'est totalement indéniable. On peut peut-être rappeler le palmarès, parce que justement, il y a des gens peut-être qui nous écoutent et qui suivent que depuis peu, et c'est tout à fait... T'as une heure devant toi. Alors, Diana Taurasi, alors si on parle juste de la WNBA déjà, donc c'est 3 titres de championne WNBA, 2007, 2009, 2014. Tu parlais de la saison 2006 avec le scoring. Moi, juste petit aparté, un des matchs qui m'a traumatisé, dont je me rappelle le plus, c'était avec Team USA, c'est la finale 2006 des championnats du monde, où elle est... parce que c'était dans un contexte à grande échelle, le mondial et tout, et puis
j'avais vraiment vu, on pouvait voir les matchs et je m'étais dit, mais elle est totalement. Qu'est-ce que c'est que cette joueuse, quoi? Elle est C'était la beaucoup trop jeune forte. Diti en plus, quoi. Avec les mimiques, comment dire, le trash talk après chaque panier, tu sentais qu'elle était dans le défi avec les adversaires. Elle marchait sur l'eau, c'était exceptionnel. Et donc 2007, 2009, 2014, 3 titres de championne WNBA, 2 titres deux MVP des finales en 2009 et 2014. MVP de la saison régulière une seule fois en 2009. En ça, c'est pour ça qu'il y a quelques parallèles avec Kobe qui sont pas inintéressants, autant en termes de personnalité que de palmarès. 11 fois All-Star WNBA, la dernière fois en 2024. 10 fois dans la First Team All-WNBA. 4 fois dans le deuxième 5. Rookie de l'année en 2004, évidemment. 5 fois meilleure marqueuse de la Ligue en 2006. Puis entre 2008 et 2011, elle a quand même enchaîné les saisons en tête du scoring. Elle a même été meilleure passeuse de la Ligue en 2014. Alors le titre de Peak Performer, c'est des titres qu'il n'y a pas dans d'autres, qu'il n'y a pas en NBA qu'on connaît pas, mais elle l'a quand même gagné. Elle l'a quand même gagné 6 fois. Évidemment, à chaque anniversaire où il y avait 15 meilleures joueuses de l'histoire, 20 meilleures joueuses de l'histoire, 25 meilleures joueuses, elle était dedans à chaque fois. En 2011 déjà, elle était dans le top 15 et elle sera éternellement dans tous les classements. Il y a la carrière en dehors de la WNBA qui est intéressante aussi quand même. À UConn, c'était un phénomène. Elle a remporté 3 fois le titre de championne NCAA avec les Huskies. Elle a été 2 fois MVP, enfin MOP du tournoi en March Madness. Un paquet de trophées qu'on va même pas énumérer sur tous les awards à l'américaine pour les Jeux universitaires. Et il y a en dehors l'Euroleague qui est un versant un peu moins connu du grand public à son sujet, mais elle a aussi dominé. Elle a gagné 6 fois l'Euroleague en jouant. Elle a joué donc à Moscou dans 2 clubs de Moscou, c'était le Dynamo et le Spartak. Spartak, ouais. Voilà. Et Ekaterinbourg après. Voilà, elle a fait 5 ans au Spartak quand elle est passée au Spartak et effectivement entre 2012 et 2017 à Ekat et 6 fois l'Euroleague entre 2007 et 2016. Évidemment des titres de championne de Russie, de Coupe de Russie, championne de Turquie parce qu'elle a aussi passé une saison au Fenerbahçe. Bref, c'est absolument fantastique et puis on n'a même pas parlé des accomplissements statistiques. Tu l'as dit, meilleure marqueuse de tous les temps. Je sais pas où elle est située pour d'autres. Première aux 3 points, je crois. Ouais. Ça c'est celui qui est le plus envisageable pour être battu dans un futur relativement proche. Le scoring, il faut la longévité, et Diana l'a eu. Même si les saisons s'augmentent, va falloir jouer longtemps, parce qu'en plus les filles, elles arrivent. Alors ça va peut-être changer dans le futur, mais comme elles arrivent à 22 ans, quoi, elles n'arrivent pas à 18 ou 19. Bon. Et sur le palmarès, pour finir sur le palmarès, avec Team USA, évidemment, athlète de légende, tous sports confondus, c'est la seule athlète en sport collectif à avoir 6 médailles d'or olympiques. Alors oui, la dernière, c'était une invitation presque pour la forme. Elle était plus dans les 12 meilleures joueuses de WNBA. Mais 2004 Athènes, 2008 Pékin, 2012 Londres, 2016 Rio, 2020 Tokyo, 2024 Paris. 3 titres de championne du monde avec Team USA aussi. 2010, 2014, 2018. Avec une médaille de bronze, elle était là au Brésil en 2006. Voilà, c'est... Tu connais son bilan avec Team USA? Je l'ai vu passer. Ah non, je l'ai pas en tête, non. 116 victoires, 3 défaites. Bon, Team USA féminine est sans doute une des plus grandes équipes de l'histoire des sports collectifs. C'est sûr. Tellement ça perd pas, mais c'est quand même assez impressionnant, quoi. C'est incroyable. Déjà le nombre de matchs, parce que bon, voilà, là c'est quand même assez impressionnant, mais voilà quoi, c'est complètement dingue, quoi. Complètement dingue. Ouais. Et donc voilà pour le palmarès qui est phénoménal et alors c'est pas la joueuse avec le plus de titres dans l'histoire en WNBA, mais elle est iconique. Il y a aussi, je trouve, alors ça a été un moment important aussi, mais on sait que la ligue a toujours été forcément accueillante pour les athlètes de la communauté LGBT et tout ça, et qu'une superstar de son envergure reconnaisse au grand jour sa relation en plus avec une coéquipière qui est pas n'importe qui, en plus Penny Taylor. Moi je me souviens qu'à l'époque je m'étais dit donc ça devait être en 2016-2017 elles avaient donné une interview. C'était quelques années quand même avant Sue Bird et Megan Rapinoe. C'était quand même quelque chose, donc publiquement elle partage ça. Je trouve que c'était quand même aussi assez fort. Elle a fait plein de trucs autour aussi que nous on voit pas beaucoup de l'extérieur, mais pour les fameux
les fameuses actions pour la communauté en Californie. Elle a été très très active dans son coin de Chino Hills. C'est pour ça que moi aussi j'avais en tête peut-être qu'un petit passage du côté de Los Angeles à un moment de sa carrière. Elle est tellement, si tu veux, même si elle a fait toute sa carrière à Phoenix, elle est estampillée californienne pour moi. Tu vois, la grande bouche, le côté latin aussi, parce que Diana Taurasi est d'origine argentine. Elle a jamais caché ses origines-là. Grande fan de foot, de Maradona. Son idole, c'était Diego Maradona. Donc voilà, il y avait toutes ces actions-là aussi en dehors du terrain qui feront que elle sera difficilement oubliable. Est-ce que Gis, il y a un match, une compétition, une période, une saison où qui te reste en tête, où elle t'a où elle t'a traumatisé, enfin traumatisé, où pour toi c'est le pic Diana Taurasi. Bah, alors il y en a plein, mais moi j'adore, même si elle se qualifie pas, mais la demi-finale de playoff en 2018 contre le Storm, parce que elle est déjà âgée, hein, mais elle est encore vraiment, vraiment, vraiment très forte. Et franchement, cette série, en plus, il y a l'analogie avec Sue Bird où elles se répondent. Bon, le Storm finit par passer avec un match absolument incroyable de Sue Bird. Celui-là, moi, elle reste forte, vraiment. Après, il y en a plein. Il y a plus récent aussi. Alors, je sais, c'est 2021 quand elle met un match de complètement tueuse là pour aller en finale quand elle bat les ici, je sais plus, elle doit mettre pas loin de 40 points ou un truc comme ça. J'ai plus exactement en tête le scoring, mais il y en a un enfin voilà, elle a presque 40 ans et elle doit mettre pas loin de 40, je crois. Alors que personne annonce Phoenix favori dans cette demi-finale contre les Aces et elles vont aller quand même en finale. Bon, même si la finale a été vraiment plus compliquée, mais contre Chicago, mais non, il y en a plein. Et puis même avant, comme tu dis, les passages avec Team USA, là, c'est l'équipe de 2008, incroyable, quoi. Où là, elle est vraiment en plein prime. C'est rare parce que dans le basket féminin, si on regarde l'historique, quand même, il y a peu d'extérieurs qui ont vraiment dominé. Quand je parle, c'est vraiment dominé. C'est-à-dire, il y a eu effectivement des excellentes joueuses extérieures, mais dans le basket féminin, ça reste quand même plutôt une domination des grandes. On le voit là, hein, sur les meilleures joueuses du monde, c'est rare de mettre tout de suite une joueuse petite, quoi. Même si Diana n'est pas petite, et c'est sans doute ce qui a participé à ça, parce que la grande guarde là de plus d'1m80, c'est pareil, c'est pas. Enfin, on se rend compte que maintenant on en a de plus en plus, mais c'était à l'époque ça n'existait pas, quoi. Des meneuses, des postes 1-2 qui faisaient cette taille-là, ça n'existait pas. Et elle a su dominer à son poste et la ligue et des équipes pendant des années sur effectivement un poste de jeu qui était moins dominant. Donc c'est vraiment là-dessus, elle a vraiment un héritage aussi voilà, qui est immense, quoi. Donc non, il y en a plein des souvenirs. Moi, j'ai adoré aussi la période où elle jouait avec Capi Pondexter. Là, c'était, franchement, c'était un bac court. C'est trop violent. Incroyable, quoi. Capi Pondexter, un peu méconnu, oublié du grand public. En Ouais, plus, ça a été difficile pour elle sur les dernières années sur le plan personnel, donc elle a pas trop pu transmettre. Mais quelle joueuse incroyable aussi, et les Pondexter. deux caractères en plus ensemble, c'était. Enfin, t'as pas envie de les jouer, quoi. Non, il y en a plein. Après, j'ai pas tout en tête, mais il y a 20 ans de carrière, quoi. Donc tu pourrais en trouver. L'arrivée de Tu pourrais en Greiner, trouver incroyable. l'arrivée de Greiner a fait du bien aussi, la relation entre les deux. Ouais, la La- relation, ouais. Elle est importante aussi, Torazi, dans sa relation avec Greiner, parce que c'est que Bien sûr. au-delà même de ce que Britney Greiner a vécu ces dernières années avec voilà, l'emprisonnement et machin, c'est quelqu'un qui a aussi eu beaucoup de problèmes personnels ou de difficultés, de problèmes de santé mentale, et elle a toujours dit que Torazi avait été un rock pour elle et qu'elle avait toujours pu compter sur elle. Il y a ce côté leadership aussi où elle entraîne tout le monde. Tu vois, je repense à la dernière fois donc à Anvers où elle a même pas joué le premier match qu'on avait vu, c'était contre c'était pas le Nigeria, je sais plus, c'était peut-être le Nigeria, et tu la voyais, elle était à 41 ans, elle n'avait pas encore 42, elle était debout toujours en se levant du banc à applaudir, à taper sur les filles pour les encourager. Il y a un côté leadership qui est quand même indéniable. Moi, c'était vraiment là, ce match de 2006, là, je crois que c'était contre la Russie. J'en oublie l'adversaire, je crois que c'est la Russie. Moi, voilà, c'est ce match-là. Et la période où elle domine, où il y a les 3 titres avec Phoenix, je pense que c'est quand même là où je l'ai trouvé le plus fort, la plus forte. Mais t'as raison, ce qui m'impressionne souvent, c'est quand les grands arrivent à être encore très grands tard dans leur carrière. La demi-finale avec Sue Bird et son masque, c'était juste un régal pour les amateurs des deux joueuses qu'on était et qu'on est toujours.
Ouais, voilà, il y a le jour où elle a battu le record enfin, où elle est devenue première au scoring. C'est phénoménal. Et en dehors du terrain, c'est un souvenir récent et tragique, quelque part. Mais, euh, mais je me souviens qu'elle avait réussi à détendre l'atmosphère au mémorial pour Kobe Bryant. Mmh. Avec C'est vrai, des ouais. mots très très beaux parce qu'elle avait créé une connexion avec Kobe. Kobe avait des connexions avec beaucoup de monde dans le milieu du basket féminin. Il voulait s'y impliquer. Et Diana Taurasi avait aussi une relation avec Gigi, avec la fille de Kobe. Et elle avait trouvé le moyen, dans son mémorial, de faire une petite pique pour LeBron. C'était marrant. Où elle avait dit. Elle parlait de Gigi, elle disait évidemment elle a hérité de la passion, mais elle était déjà très très technique pour son âge. Elle disait qu'elle avait un peu travaillé avec elle sur quelques entraînements. Et elle dit elle savait faire des turnaround fadeaway jumper à 11 ans. LeBron lui-même ne maîtrise pas ce move aujourd'hui. Et tout le monde s'était marré. Elle arrive à avoir ce détachement sur les conférences de presse aussi. Alors c'est pas ce qui est le plus visible et ce qui a été le plus visible avant, mais quand tu regardes des petits passages, il y a des compiles, vous pouvez les trouver sur YouTube, hein, des passages de Torazi devant la presse qui sont à mourir de rire. Enfin, j'espère que les joueuses arriveront à garder ce côté-là, les joueuses actuelles, tu vois. Je sais plus, je me souviens d'une fois aussi, je sais plus de quel adversaire le journaliste lui parlait. Ça devait être dans les années 2010, je pense. Et il dit est-ce que vous avez peur de cet adversaire? Je sais plus si c'était le Storm ou les Sparks, je sais plus. Mmh. Et elle dit j'ai peur de rien, j'ai peur de personne, même pas de mon grand nez. C'est marrant, elle était tout le temps à la fois dans le trash talk et dans l'espèce d'autodépréciation Mmh. humoristique. Mmh. Bon, voilà, moi tu sais que je suis attaché à la personnalité en dehors, en plus du niveau sur le terrain, mais voilà, toi Diana Taurasi, incroyable. Il y a Ouais, ce qui ouais, peut rester aussi quand même, parce que c'est un moment, tu vois, tu parlais des moments sportifs, mais franchement, les lives de 3h30 pendant la période Covid avec Sue Bird, autour de c'était 3 bouteilles de fantastique. vin, quand c'était pas 5, avec les multitudes d'anecdotes, mais c'était. Et ils sont encore disponibles hein, sur YouTube, les lives. Franchement, si vous avez l'occasion, alors c'est un peu long, hein, certes, mais c'est une mine d'or. C'est passionnant parce que c'est surtout la période où elles étaient en Russie, livrées elles-mêmes, Ouais, à une ouais, ouais. époque où il n'y avait pas. Enfin, comment dire, elles étaient vraiment Les, isolées, il y pas- avait à peine les internet. passages de carte bleue, les passages de carte bleue du propriétaire pour aller faire les courses. Enfin bon, non, non, il y a des moments mythiques, puis il y a beaucoup d'humour forcément parce que à plus ça raconte beaucoup de choses. Ça, moi, ça a été un moment, voilà, c'était la mauvaise période Covid, mais par contre, on a eu ça et c'était quand même super top, quoi. C'est incroyable. Au début, elles étaient juste toutes les deux avec Sue Bird, avec une Mm, petite bouteille, puis après. T'as leurs compagnes respectives voilà. qui revenaient à la maison, genre mais qu'est-ce que vous foutez, vous êtes toujours en ligne, et puis bon allez on ressort une bouteille, puis après il y a les quatre qui parlent en même temps, c'est génial. Et alors ça peut nous permettre de parler un petit peu de la Suite. suite, Mm, forcément, parce que pas pour Candace qui a arrêté récemment, on sait à peu près ce qu'est la suite. Elle va continuer d'être un peu consultante dans les médias où elle est fantastique. Elle est aussi à la tête de la section basket d'Adidas, donc elle va représenter des athlètes, elle va essayer de pousser un peu. les filles, ouais. Mm. Voilà, donc c'est quand même fort, un poste à responsabilité. Pour Diana, qu'est-ce que tu imagines pour Diana? Parce que la question lui avait déjà été posée. Ouais. Évidemment, comme toutes les très très grandes et comme tous les très très grands, je pense qu'elle ne sera pas en capacité d'être head coach parce Non, que non, non, pas une non. question de connaissance du basket, évidemment, question de personnalité et d'exigence qui est très difficile par rapport à ce qu'elle était capable de faire et ce que les joueuses actuelles euh, qui sont pas aussi chevronnées pourraient faire. Donc je l'imagine absolument pas head coach. Elle avait dit je resterai pas dans le milieu, sauf si c'est pour être propriétaire d'une équipe. Est-ce que ça peut être ça? Ouais, ouais, peut-être, ça c'est possible. Enfin, après, tu vois, en association, enfin bon, tu vois, faire un peu ce que fait Souber de Storm, hein, puisqu'elle est dans les ownership aussi, quoi, de la franchise. Non, je sais pas. Non, moi, coach, j'y crois pas du tout. Ouais, peut-être un poste de propriétaire. GM, j'ai du mal à l'avoir parce que je pense qu'elle acceptera pas d'avoir des ordres du dessus. Tu vois, des lignes, je pense que c'est compliqué. C'est sûr. Moi, je pense qu'il lui faut, enfin, où elle serait top, c'est, il faut un peu un côté chaud pour Diana, tu vois. Autant Soubird a une capacité un peu plus discrète, tu vois, dans les choses. Diana, elle est faite pour les lumières, quoi. Moi, je le dis depuis des années, j'adorerais la voir à la tête d'un show, tu vois, mais basket, mais pas forcément, en fait, aussi, tu vois, ça pourrait être un peu.
Je sais pas, tu vois, enfin, ouais, pas du cinéma, des choses comme ça, mais tu vois, je la vois bien tenter. Moi, j'adorerais qu'il y ait un show avec Sue Bird. Bah, un On a truc eu, récurrent, ouais, ce serait cool, ouais. on a eu les passages avec, bon, je pense qu'on va peut-être l'avoir encore cette année avec les d'ESPN là, sur la période de la March Madness, du Final Four de March Madness, où d'ailleurs enfin, c'est absolument incroyable parce que voilà, il y a pareil, il y a plein d'anecdotes, puis à discuter avec toutes les joueuses, enfin, elles connaissent tout le monde, quoi. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un. Alors, est-ce que c'est un format podcast? Est-ce que c'est un format de grande écoute? Est-ce qu'elles auront envie de le faire? Là, il y a Sue Bird le fait avec sa compagne, avec Megan Rapinoe, son podcast, qui est d'ailleurs, je vous Très très conseille bien. Ouais. à écouter parce que c'est très 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 bien autour du sport et autour du basket, mais aussi un peu du sport féminin. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais bien les voir ensemble. Quand on parle d'une, on parle de l'autre, quoi. Elles sont pour moi indissociables dans leur carrière, dans ce qu'elles ont fait, dans les affrontements, dans tout ça, dans tout ce qu'elles ont vécu ensemble. Je la vois bien faire quelque chose comme ça. Après, peut-être qu'aussi, comme tu dis, on avait la personnalité très terrain, très, voilà, très mise en avant, etc. Mais elle est aussi assez différente dans sa vie de tous les jours. Elle est plutôt d'ailleurs assez discrète même dans sa vie de tous les jours. Elle a aussi ses enfants à s'occuper. Enfin, tu vois, peut-être qu'elle va faire un stop aussi, hein. Ouais, moi j'aimerais bien l'avoir aussi dans un show peut-être régulier autour de la WNBA avec Sue, tellement elles sont complémentaires. Après, elle est tellement, elle est presque dangereuse pour les chaînes parce qu'elle est en, Ouais, mais bon. quand elle est en roue libre, moi j'adore, mais quand elle a carte blanche, quand tu vois avec Sue, quand elle fait des vannes un peu gênantes, c'est assez énorme à chaque fois. Mais j'aimerais bien la voir, ouais, à la tête d'un show, propriétaire d'une franchise, peut-être ouais, dans le fond qui rachèterait une franchise comme ce qu'a fait René Montgomery par exemple, tu vois. Quand même de plus en plus cher, quoi. C'est peut-être compliqué qu'elle soit vraiment propriétaire d'une franchise, mais elle peut être tu vois, dans l'ownership, quoi. Ou mis à la tête de la franchise, comme René, ouais, Voilà, c'est effectivement. ça. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Mm. Ça peut être Alors, le Mercury a été racheté il y a pas si longtemps que ça, mais Ouais, là, ça va peut-être être plus compliqué, ouais. elle peut avoir un rôle d'ambassadrice dans un premier temps, quelque chose de cet ordre-là, après avoir passé du temps avec sa famille. Elle a deux enfants. Sa femme, elle la voit. Elle l'a un peu moins vue pendant sa carrière, forcément, Penny Taylor. Euh, ouais, je pense pas non plus qu'elle restera dans un coaching staff ou même peut-être dans un front office avec un rôle un peu détaché dans un premier temps. T'as raison, elle est faite pour les lumières, elle est faite pour le spectaculaire. Sue, elle a la personnalité plus un peu consensuelle, capable d'être moins dans la démonstration, je pense. Mais les deux ensemble, ouais, j'ai envie de revoir ça. Et peut-être pas que tous les ans au moment de la March Madness. Après, ça rend le truc un peu exceptionnel, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, elle servira peut-être aussi comment dire, elle peut servir de mentor à certaines joueuses, être dans la communication avec d'autres. On sait que Ça, Sue Bird, c'est elle fait un peu ça, ça. c'est possible, par contre, que, tu vois, on parlait de coaching, là, j'y crois pas du tout, de coaching collectif. Par contre, sur du development ou des choses comme ça, tu vois, pour encadrer, prendre quelques jeunes un peu sous sa coupe, les aider, que ce soit sportivement, tu vois, mais aussi mentalement, quoi. Ça, je pense que c'est possible. Tu vois que peut-être, enfin, tu sais, on sait pas, un rôle à Yukon, peut-être, tu sais, ou pour Ouais. venir, aller rester toujours très proche de sa fac, hein, tu vois, peut-être, je sais pas, des rôles de conseiller, de développement, mais je la vois pas être coach sur un banc, ça c'est clair. Par contre, sur un, je pense que elle a plein de choses déjà à transmettre, c'est évident. Tu te rends compte, Donc peut-être. t'es freshman à Yukon, puis on te dit bon bah l'entraînement de cette semaine, il y aura tous les jours, il y aura Torazi qui vient vous Elle va voir. tellement te pourrir, elle va tellement te pourrir. Non, Elle va, non, faire, mais je pense, elle va faire les séances d'entraînement et mettre des taquets aux freshmen. tu vois, mais même des fois, ça peut être même sans vraiment, tu sais, sans poste établi. On l'a vu là, par exemple, que Lisa Leslie est en train d'aider Angel Reese, par exemple, tu vois. Donc, ça peut être aussi Cheryl Miller qui aide beaucoup Juju Watkins en ce moment, tu vois, à USC, dans son ancienne fac. C'est pas formel le poste, mais on sait qu'elle est très très présente. Ça peut être des choses comme ça aussi. Donc, on verra quoi. Mais bon, je pense qu'on en entendra toujours un peu parler de toute façon. J'ai du mal à croire qu'elle va complètement se mettre à l'herbage total, quoi. Mais bon. Je pense aussi qu'elle restera un peu dans le paysage. En tout cas, on l'espère, on sera là pour rappeler
à ceux qui ne l'ont pas vu jouer à quel point elle a été forte. On va pas forcément parler de est-ce que c'est la GOAT, est-ce que c'est pas la GOAT, c'est pas forcément le débat. On fera peut-être discussion à ce sujet, même si c'est des discussions qui restent très très subjectives. Éternel, ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'une des GOAT, c'est l'une des plus grandes joueuses de tous les temps, l'une des plus marquantes médiatiquement, l'une des plus marquantes au niveau de la personnalité. Sa présence va nous manquer. Sa présence va peut-être un peu moins manquer aux arbitres, qui qu'en pouvaient plus, Oui, même parce à qu'elle a ce 42 ans. record-là, quand même, le nombre de fautes techniques dans l'histoire de la Ligue. Même dans la bulle, elle a réussi à s'embrouiller avec les arbitres. Mais meet me in the Il y lobby. avait beaucoup de respect aussi, hein. Tu vois, enfin, elle s'est beaucoup embrouillée avec eux, hein, c'est clair. Mais il y avait aussi beaucoup de respect des arbitres aussi, tu vois. Enfin, c'est pareil. De toute façon, quand c'est bien fait, ce genre de choses, ça pose jamais vraiment de problème, quoi. Il y a Même si des fois, il y a plusieurs arbitres qui ont déjà dit que c'était parmi leurs plus gros challenges en carrière, ça a été d'arbitrer Diana Taurasi parce qu'elle était tout le temps dans la discussion, enfin la volonté de discuter, de contester. C'est pas les plus simples. Après, c'est le côté argentin très très sanguin. ouais. C'est comme ça. Mais je crois que c'était dans l'interview de Steph avec Amy Bonheur, qui est toujours arbitre aujourd'hui d'ailleurs. Elle avait dit non, mais c'est très difficile d'arbitrer Taurasi parce il y a cette aura justement, cette pression que peuvent mettre parfois les stars. Et les arbitres seront sans doute un peu moins tristes que nous de voir Taurasi arbitrer. Ce serait marrant pour un happening de lui faire arbitrer une rencontre, une rencontre amicale. Tiens, au All-Star Game, faites arbitrer ça par Diana Taurasi pour voir, je pense. Pour la punir de tous ses excès avec les arbitres toutes ces années. En tout cas, voilà, une joueuse marquante. Comme on le dit à chaque fois, comme on l'avait dit avec Sue Bird, comme on l'avait dit avec Candace Parker, ça nous rajeunit pas. La suite est quand même très très excitante. C'est pas parce que nos joueuses préférées s'en vont petit à petit qu'on va céder à la déprime et à la dépression. Le basket féminin, la WNBA a de très 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 beaux jours qui viennent et on a hâte de continuer de vous faire suivre ça dans les semaines, les mois qui viennent. Le calendrier ça va s'accélérer un peu là avec la March Madness chez les filles. Ouais, on est en mars, là, ça y est. Voilà, la draft dans la foulée, évidemment la saison qui reprendra derrière. On vous fera une couverture aussi importante que possible de tout ça. On va vous proposer quelque chose sur la mock draft. Vous pouvez retrouver notre mock draft sur le site déjà, qu'on a posté il y a quelques jours. On va en parler prochainement dans un format. Je crois qu'on avait parlé de faire ça sur Twitch, Gis, ou je sais plus si on avait dit Twitch ou un podcast. Donc on vous préviendra. Soyez là avec nous pour en parler. Si vous avez des questions sur les prospects, sur qui devrait être prise en première position cette année, on a une petite idée. et sur tout ce qui vient par la suite. Passez un très très bon dimanche et on vous dit à très bientôt. Allez, salut. Salut.